Il y a un secret pour être créatif. Et ce secret, bien les orateurs précédents en ont déjà parlé, c'est d'être comme un fou du roi. C'est-à-dire d'être impertinent, d'être audacieux, comme le fou du roi, de remettre en question l'ordre établi. Et peut-être la meilleure manière d'être fou du roi, c'est d'être pleinement soi-même, en dehors de toutes les conventions. Maintenant, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que ça ne suffit pas. Ben non. Il y a une autre condition essentielle pour être créatif et pour réussir dans sa créativité, c'est la gestion du temps. Et je vais vous montrer à quel point le secret pour être créatif, c'est d'être un fou discipliné. Il y a 15 ans, j'ai quitté mon métier. J'étais rédacteur en chef de plusieurs magazines pour enfants. Et j'ai pourtant quitté parce que j'avais un rêve. Je voulais devenir auteur et illustrateur de livres pour enfants. J'étais tellement... Ça faisait tellement longtemps que j'attendais ce moment-là que j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Et une année pour simplement prendre le temps de m'investir totalement dans la création de quelque chose de personnel, de sortir ce que j'avais dans les tripes, dans le ventre, dans mon petit cœur, et d'apprendre à bien le faire, avec l'espoir qu'au terme de cette année, j'aurai une matière suffisante pour intéresser des éditeurs. Et je me rappelle très bien le premier jour, c'était en septembre 2000, j'étais dans mon bureau, tout excité, et j'avais tellement la tête pleine d'envie de faire de choses pendant cette année-là que j'ai pris une grande feuille de papier et j'ai fait ce que vous faites peut-être dans vos cours, un mind map, une carte mentale avec toutes les idées de ce que je voulais faire. Alors, j'ai écrit inventer des histoires, mettre en image des épisodes de ce que j'avais vécu comme enfant, apprendre la technique de la couleur, à bien l'utiliser, apprendre la technique de l'écriture, rencontrer des auteurs-illustrateurs que j'admire, prendre du temps avec ma fille de 5 ans que, vu mon boulot précédent, j'avais finalement peu eu de temps pour être avec elle. Et une fois la feuille pleine, j'en ai pris une autre que j'ai divisée en 7 colonnes, comme les 7 jours de la semaine, et j'ai pris tous les éléments de ma carte mentale et je les ai mis dans une semaine, dans un semainier. Alors j'ai commencé en décidant que tous les matins, parce que le matin c'est le moment où je suis le plus concentré, j'allais faire des projets de livres pour enfants. Et que tous les midis, parce que je sais qu'après le déjeuner, généralement, mon sang est en train de digérer mon sandwich, etc. Il n'y a pas grand-chose dans la tête, donc j'allais m'asseoir et pendant 1 heure lire pour apprendre des choses et me former. Et puis que tous les mardis midi, j'allais inviter à déjeuner une personne que j'admire et dont je voulais apprendre des choses. Et que tous les mercredis après-midi, parce que dans mon pays en Belgique, c'est le jour où les enfants ont congé, eh bien j'allais passer un bon temps de créativité avec ma fille. Et que tous les jeudis soirs, j'allais faire une toile à l'acrylique. Voilà. Pendant 1 an, je me suis tenu strictement à cet horaire. Et j'ai passé une année extraordinaire, au terme de laquelle je suis allé avec mon portfolio chez un éditeur qui très poliment a refusé les projets que je lui tendais, mais sur le pas de la porte m'a lancé un défi: est-ce que tu ne voudrais pas écrire un livre sur la créativité? J'ai dit oui. En 9 mois, il était conçu, écrit, illustré, et 3 mois plus tard, il était publié. Si j'ai une fleur à m'envoyer, c'est d'avoir appris à m'organiser. Et c'est ce qui m'a permis d'aboutir à cette situation. Cette capacité à s'organiser, j'ai continué à y réfléchir pendant toutes les années qui ont suivi et où je suis devenu consultant en créativité. Et dans le dernier bouquin que j'ai écrit, je me suis intéressé aux génies. Comment font les génies de ce monde pour penser? Comment leur viennent leurs idées créatives? J'ai constaté plusieurs choses. Que d'abord, ils ont sinon une méthode, une manière de penser bien particulière. Léonard de Vinci, il prenait des notes. Il aurait rempli 14 000 pages de notes, de questions, de dessins, etc. Einstein, il pensait en images. Il disait d'ailleurs, l'imagination est plus importante que la connaissance. Walt Disney, son talent et sa méthode, c'était de faire travailler une équipe autour de lui. Mais ils n'avaient pas juste une méthode. En constatant, en lisant leur biographie, etc., en lisant des interviews de créateurs contemporains, j'ai remarqué qu'ils avaient également une discipline de faire. 3 exemples. Vous connaissez tous peut-être Stephen King.
je dis peut-être certainement, qui a une production immense, eh bien Stephen King, il écrit 10 pages par jour. Moi, je fais parfois des pompages le matin, comme ça pour être en forme. Là, lui, c'est comme des pompages, il fait 10 pages par jour. Tommy Ungerer, qui est un immense auteur-illustrateur d'origine alsacienne, de livres pour enfants, et lui, c'est le bohème par excellence. Il est hirsute, comme ça, il avait des longs cheveux avant, il vit dans une ferme en Irlande, et il s'astreint à minimum 8 heures à sa table de dessin par jour, de dessin pur. Et il dit, la discipline, c'est la clé. René Goscinny, immense créateur de Lucky Luke, Astérix, ce petit Nicolas, il avait un horaire réglé comme une boîte à musique. Tous les matins, à 9h pile, il se mettait devant sa machine à écrire, il faisait ses scénarios de bande dessinée. À midi, il déjeunait avec son épouse dans son appartement parisien, et puis il se rendait au journal Pilote dont il était le rédacteur en chef. Donc je suis persuadé, et je le vois par l'expérience, que la meilleure amie du créatif, c'est l'horloge. Et son pire ennemi, c'est l'absence de délai. Un ami proche voulait écrire un livre. C'est un spécialiste de la finance. Et après avoir demandé conseil, il écrit une table des matières, un premier chapitre. Il va voir un éditeur parisien qui lui signe un contrat, qui lui dit « Très bien, monsieur, j'aime beaucoup votre projet. Quand pensez-vous être prêt ?» Et il dit « Écoutez, 9 mois, ça vous va ?» Et l'éditeur lui dit « Très bien. » Il commence à écrire, le temps passe et il prend plus de temps que prévu. Il prend du retard. Et 2 mois avant le délai, il téléphone à l'éditeur et dit « Écoutez, je ne suis pas prêt. Est-ce que vous pouvez me donner une petite rallonge ?» L'éditeur lui répond « Écoutez, c'est comme vous voulez. Quand vous serez prêt, vous m'appelez. » Il travaille, 1 an passe, 2 ans passent. Après 2 ans, il est au chapitre 3. Il y en avait 10. Et il abandonne. Il abandonne son projet. Donc on a besoin de délai. On a besoin de délai. Et à défaut de recevoir un délai extérieur, il faut s'en donner de l'intérieur. Mais parfois, le délai, il peut faire peur. Il peut même être source d'angoisse. Depuis plus de 12 ans, je suis également dessinateur de presse. Je travaille pour un grand quotidien belge, La Libre Belgique. Et dans ce journal, voici 3 exemples de dessins que j'ai réalisés. Ici, c'était avant l'élection du nouveau pape, le pape François. Je joue à chaise musicale. Ceci, c'était un article sur la difficile réconciliation entre les Hutus et les Tutsis dans la région des Grands Lacs en Afrique. Et ceci, c'était un plaidoyer pour la fermeture des usines nucléaires. C'est super de faire des dessins de presse, j'adore. Et je suis fier de ces dessins. Je trouve qu'ils ont bien rempli leur mission. Mais je peux vous assurer qu'au début, quand j'ai commencé à faire cette activité, c'était la panique. Le journaliste me téléphone, il me dit « Philippe, tu veux bien me faire un dessin pour demain ?» Je dis « Ouais !» Forcément, c'était ma vocation. Et puis je reçois l'article et instantanément, la panique. Et la panique, c'est là. C'est le nœud dans l'estomac. Qu'est-ce que je viens pouvoir trouver comme idée au départ de ce fichu article, au demeurant sur un sujet qui ne m'intéresse pas plus que ça. Le pire, c'est quand le journaliste me téléphonait le jeudi en me disant « Tu veux bien faire un dessin pour mercredi prochain ?» Alors, je stressais vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Parfois, je passais des heures le week-end devant ma feuille blanche à essayer de pondre la bonne idée au lieu de m'occuper de mes enfants, de mon jardin, de ma femme, alors que je gagne 75 € par dessin. J'ai donc décidé très rapidement d'arrêter cette idiotie et de remplacer la panique par la stratégie. Et voilà comment, depuis plus de 10 ans, je travaille, avec la montre. Première demi-heure, et je me mets très vite au travail quand je le peux, quand j'ai reçu l'article, je me donne 30 minutes, montre en main, pour pondre 5 dessins variés qui pourraient convenir pour l'article, mais je m'interdis de me mettre la pression en me disant que je dois trouver la bonne idée. Et puis je laisse reposer. Je fais une pause, je vais courir, m'occuper des enfants, cuisiner, dormir, faire un autre travail, et je reviens dessus quelques temps après. Et là, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous avez pris du recul, vous voyez les choses autrement. L'idée que je trouvais intéressante ne l'est pas tellement. Une idée que j'avais sous-estimée peut se révéler tout à fait opportune. Parfois, rien ne convient, mais en mélangeant 2 idées, j'en trouve une 3e. Et parfois, une 6e idée m'est venue en courant, dans mon bain, etc. Toujours est-il que, là aussi, 30 minutes montre en main, je fais le dessin définitif et je l'envoie au journal. Plus jamais de stress. Et jamais la prophétie négative qui nourrissait mes maux d'estomac ne s'est réalisée. Jamais ils m'ont téléphoné en me disant « Philippe, on ne veut pas continuer de collaborer avec toi. » Je crois donc qu'on peut tous gérer notre créativité en gérant le temps de la créativité, en gérant le temps entre la divergence, qui est le temps de l'ouverture la plus totale, de la pensée organique et spontanée,
de l'émergence des idées, spécialité du cerveau droit, et le temps de la convergence, qui est le temps où on va sélectionner, développer les idées, les structurer, qui est la spécialité de notre cerveau gauche. Et cette dichotomie-là, on peut également la manifester dans l'espace. Quelqu'un m'a fait remarquer, il y a quelques mois, quelque chose que je fais depuis des années, c'est que j'ai 2 tables dans mon bureau. J'ai une grande table que j'essaie de garder la plus vide possible, avec en périphérie un bloc de feuilles A3, un bloc de feuilles A4, des potiquets avec des feutres de couleur. Et c'est là que je fais mes cartes mentales, des croquis, des notes, tous azimuts, mais surtout dans le désordre. Et puis j'ai un autre bureau où j'ai mon ordinateur, mon scanner, des choses comme ça. Et c'est là que je structure les idées, que je les mets en ordre. J'ai visité à Paris une école qui ressemble un petit peu à la vôtre, qui s'appelle Epitech, qui est une école d'informatique. Et une de mes connaissances, Françoise Bronner, a eu pour mission de concevoir les locaux d'un espace où les étudiants d'Epitech vont rencontrer des entreprises pour mener des projets communs. Eh bien, c'est intéressant que les espaces sont véritablement distincts. Il y a un espace d'exploration. À l'entrée de ces locaux, vous voyez cette salle où il y a bibliothèque, DVD, ordinateur, etc. De quoi se nourrir du monde extérieur, que ce soit dans la discipline exacte sur laquelle, sur le sujet dont on s'occupe, ou bien sur d'autres sujets. Et puis il y a une salle de brainstorming. Alors celle-là, elle est un peu particulière, elle a une forme entre le cercle et l'hexagone, comme ça. Il y a des tables et des chaises mobiles, on peut écrire et dessiner sur les murs. C'est la salle où on produit les idées tous azimuts. Et puis, il y a la salle de sélection et de développement des idées. Alors là, il y a des ordinateurs, forcément, c'est une école d'informatique, et des outils, du matériel pour faire des prototypes. Enfin, il y a la salle de communication. Alors là, c'est marrant, il y a un bel écran, des canapés, un petit bar, et c'est là qu'on invite les clients à que, avec toute la diplomatie requise et le sens du commerce, on va lui vendre notre idée. Donc si vous aussi, vous avez envie d'être créatif, n'attendez pas d'avoir un grand projet. Moi, ce que je vous propose en conclusion, c'est de discipliner votre créativité et de la mettre à l'agenda. 3 petits trucs très simples que vous pouvez appliquer presque tout de suite. Après mon intervention, c'est la pause. Allez parler à un inconnu, et je crois que la salle regorge de rencontres au potentiel intéressantes. À vous de voir vers qui vous irez. Quand vous rentrerez chez vous tout à l'heure, prenez un autre chemin et perdez-vous volontairement. Vous découvrirez ainsi peut-être un coin nouveau près de chez vous que vous ignoriez. Vous faites la même chose quand vous faites votre footing, je le fais. Ma femme téléphone parfois presque à la police parce que je mets 2 heures au lieu d'une demi-heure, mais c'est comme ça que j'ai découvert des nouveaux coins. Enfin, si vous allez faire vos courses demain ou après-demain, quand vous serez au magasin, achetez un aliment que vous ne connaissez pas encore, quitte à changer de marque de spaghettis. On l'a dit précédemment, il faut pouvoir oser le changement et le provoquer dans sa vie pour ne pas être victime de la routine. Je crois que le créatif ou celui qui veut l'être peut faire sienne cette phrase d'Eleanor Roosevelt et en faire sa philosophie. Faites chaque jour quelque chose qui vous fait peur. C'est exactement ce que je viens de faire devant vous et je vous en remercie. Voilà.